rencontré Marianne via Facebook. Comme j'ai dit lors du dernier épisode, notre publication d'appel au public a atteint un nombre surprenant de gens. Elle en faisait partie. C'est elle la 3e témoin. Vous comprendrez évidemment que son nom n'est pas le sien pour des raisons de confidentialité toujours. J'ai changé celui-ci. Contrairement aux 2 autres femmes à qui j'ai parlé, je tenais à la rencontrer face à face. Question de bien pouvoir parler avec elle. Après tout, son récit était beaucoup plus long et disons directement lié à la communauté. Marianne a vécu 3 ans à l'avenir, c'est-à-dire de 1999 à 2001, alors qu'elle était adolescente. Au départ, elle était réticente à l'idée d'une entrevue enregistrée publique à ce sujet. J'ai réussi à la rassurer, mais surtout à lui expliquer ma démarche. Marianne voulait s'assurer que je faisais ce projet pour les bonnes raisons. Ça a l'air que c'est le cas. Elle m'expliquait que même avec les histoires parfois troublantes qu'elle a entendues au sujet de l'ordre, elle a personnellement adoré cette période de sa vie. Je comprenais donc qu'elle doute un peu de l'idée de partager son témoignage au risque que je ne l'utilise pour la dépeindre comme une folle vendue aux idées de blé ou je ne sais quoi. Je voulais aussi lui parler pour donner un peu une voix à ce groupe que j'étudiais depuis maintenant si longtemps. Qui étaient ces familles qui s'installaient à l'avenir? Vous vous en doutez sûrement, mais s'embarquer dans une communauté, même avec des tendances sectaires, c'est pas nécessairement signe de stupidité ou de faiblesse d'esprit. En fait, Marianne est loin d'être folle. Aujourd'hui, mère de plusieurs enfants, elle s'est établie en campagne et mêle son rôle de mère à celui de vivre en autosuffisance. Elle fait l'école à la maison, cultive des légumes et entretient des liens forts dans des cercles d'autosuffisance communautaire. Son expérience à l'avenir l'a décidément forgée. Elle se décrit aujourd'hui comme quelqu'un qui tend vers l'alternatif et qui est intègre à ses valeurs. Ayant grandi en campagne, Marianne me décrit son enfance comme en étant une assez typique pour le Québec rural de son époque. Marianne me décrit sa famille comme religieuse et catholique par défaut, comme elle aime le dire. Elle continue en m'expliquant que plus elle vieillit et entre dans l'adolescence, plus elle constate autour d'elle que les familles du village qui se présentent à l'église se font de plus en plus rares. Sa famille est alors une des dernières qui se présente toujours à la messe le dimanche. On est bien vers la fin des années 80. Au départ mis en contact avec Blais via un membre de leur famille éloignée, les parents de Marianne sont aussitôt intéressés par le projet qui se trame à l'avenir. Visiblement attirés par une vie de foi chrétienne communautaire, quelque chose qui diminue à vue d'œil à cette époque, les parents de Marianne commenceront par visiter l'ordre ponctuellement, comme ça, par curiosité. Je me demandais si c'était surprenant pour elle de voir ses parents s'embarquer dans tout ça. Ça a toujours été quelque chose qui nous a porté, cet esprit de vie pas en communauté, mais communautairement. Ouais. De posséder un tracteur à pelouse pour toute notre gang, que tout le monde ait sa job, on s'entraiderait. Fait que c'est toujours quelque chose qui nous a porté. Et ça, c'était comme « wow! » Puis en plus, ça se fait dans la saveur catholique. Ouais, parce que ouais. Oui, on le sait que ça se fait souvent, mais tu sais, une commune d'hippies. Puis on n'était pas des hippies, on était des bains normales. Fait que quand on est arrivé là, c'était comme wow, mélange de beaux jardins, accueillis par les moutons. Non seulement la famille y trouvait un aspect communautaire, mais au sein de cette communauté, on y mêlait la foi catholique. Marianne m'expliquait qu'il y avait aussi cet aspect de survivalisme et d'autosuffisance, ou comme Marianne le dit, d'une fascination pour l'apocalypse à venir. Mettre en contexte, on est une famille, puis je trouve qu'on est dans un temps qui dit « Hé, bateau, on est dans ce temps-là. » On est une famille qui a toujours été bien intéressée par la période apocalyptique. Mettons, pas tant apocalyptique, fin du monde, mais apocalyptique, genre, c'est comme un peu dans le temps de la COVID. Wow. Où est-ce qu'on se dit, hey, tu sais, ça va être quoi demain, là? Fait que, tu sais, bon, sachant... Survivaliste plutôt qu'apocalyptique. Les deux. Ouais, ok, Un les beau deux. mix des deux, je dirais, là, parce que... Bon, dit de même, c'est un peu inquiétant d'imaginer une famille qui vit constamment dans la peur d'une fin imminente. Tu sais, des bonnes valeurs autour desquelles on peut se rassembler à Noël puis jaser. Non, mais pour vrai, c'est un peu troublant s'imaginer une famille qui croit tout le temps que tout va brûler d'un moment à l'autre. Marianne me rassurait et m'expliquait que pour eux, c'était plutôt trivial qu'autre chose. Mais c'est pas nécessairement dans l'éducation, tu sais, genre ça va être ça, blablabla, là. Ben, tu sais, autant qu'il y en a qui parlent de char, de chasse, tout ça, les parents, avec la famille, avec les amis, parlaient de tout ça. De fil en aiguille, la famille de Marianne se rapproche du groupe.
Elle s'abonne à sa revue. Les parents de Marianne remarquent aussi que le père Blais non seulement redonne un souffle à la vie catholique, mais il le fait d'une manière bien spéciale. Rapidement, on a aimé le ton parce qu'il faut dire que quand on est allé, mettons, à la première messe là-bas ou à la première prière, mais tous les éléments de la messe, de la façon que le père il faisait, c'est tout ce qu'on aimait, qu'on ne retrouvait pas, nous autres, dans nos églises. Fait que là, c'était comme un coup de cœur, et en plus, il est dans la même saveur de la foi. Puis nous, on se situe, mettons, dans les conservateurs, je dirais, là. On n'est pas traditionnaliste, mais on aime un esprit plus proche. J'ai demandé à Marianne de me décrire de quelle tradition elle parlait. Sans surprise, elle m'a décrit le type de foi catholique que Rick nous a décrite il y a 2 épisodes. Il s'agit de codes catholiques assez traditionnels. Communier sur la langue, les hommes séparés des femmes, la fameuse génuflexion, les messes en latin, tout était là. À ce jour aussi, ou tu dis à ce moment-là, à cette Oui, époque-là? à ce moment-là, encore aujourd'hui, mais la nuance. À cette époque-là, tout ce qui est là n'est pas très bon. Marianne poursuit en nuançant la chose. Elle m'explique aujourd'hui qu'elle ne se considère pas aussi conservatrice qu'avant. Elle est ouverte aux nouvelles formes de spiritualité. Cependant, à l'époque, c'était ça, la saveur catholique familiale, comme elle le dit. Bien, quand je dis nous, à cette époque-là, moi, j'étais un enfant. Ouais, Je suis un ado. Fait que, je ne sais pas si je me pose réellement des questions là-dessus. Je suis. Fait que je me pose pas de questions, puis c'est pas encore ma... Je veux dire, c'est adulte dans la foi qu'après ça, on décide qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on croit pas. Fait que là, à ce moment-là, je fais comme, ah ouais, ben tu sais, tout ce que j'entends... En effet, à l'âge qu'elle avait, elle n'avait pas vraiment forgé son opinion sur ces différentes pratiques ou saveurs religieuses. On le voit. Ensuite, toutes les gens communiaient sur la langue. Ça, c'était un point important qu'on a toujours fait dans notre famille. Fait que là, c'était comme, ah! Puis tu sais, faut se dire que quand tu communies sur la langue, quand tout le monde communie dans les mains, tu te fais regarder. Fait que là, ça, c'était un des gros détails que là, pour nous autres, c'est comme, ah, enfin, on aurait fini de se battre. Dans mon regard à moi, là, il faudrait interviewer peut-être mes parents pour savoir c'est quoi leur regard, mais dans mon regard à moi d'enfant, c'était comme, ben, tu sais, c'est pas mal moins humilié ici que de se faire rire de nous autres à l'école parce que là, on communique sur la langue. Hey, c'est une autre époque quand même. Se faire intimider dans la cour d'école parce que tu reçois l'Eucharistie sur la langue au lieu de la main. J'imagine le genre de bullying que ça fait. Haha, loser, ce gars reçoit l'Eucharistie sur la langue au lieu de la main. Ha 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 ha. Une source de niaisage sans fin, me direz-vous. Mais pour ses parents, tout était là. Le sens de la communauté, l'autosuffisance, le catholicisme traditionnel, les enfants seraient heureux, il y a du théâtre, des jeux, de la nature. Tout est parfait. Après que certains membres de sa famille plus élargie finissent par vendre leur maison et faire le saut, les parents de Marianne sont convaincus. Ils le feront à leur tour et déménagent sur les lieux en 1999. Quand Marianne me décrivait l'air enchanteur et paradisiaque de la communauté, elle soulignait souvent comment cette perception en était une de l'extérieur. Elle laissait sous-entendre qu'au contraire, à l'interne, c'était différent. Avant tout, je voulais savoir une chose. Je lui ai demandé si elle était au courant du lien entre l'histoire de Chantal Lavigne, la femme décédée en 2012, et l'Ordre Immaculé. Les gens liaient à tort cet événement à l'Ordre, mais pourtant, les amis de ma copine n'étaient pas totalement dans le tort. Selon mes recherches, la maison qui a accueilli l'expérience de sudation qui a causé la mort était associée à l'Ordre Immaculé. En fait, on voit sur des images prises par les médias lors du décès de Chantal que la maison arborait une pancarte où on y lisait « Société Reine de la Paix », c'est-à-dire le nom de la compagnie immatriculée associée à l'Ordre. Marianne m'a expliqué que cette maison, en fait, elle a vécu dedans. C'était une fermette que l'Ordre aurait vendue après leur départ, autour de 2005. Tout ça pour dire que ce n'était pas lié à la triste histoire. Tout bonnement, je lui ai demandé de me décrire une journée typique, comme ado à l'avenir. S'en est suivi une description extrêmement détaillée d'une journée à la demi-heure près. À la demi-heure près. C'était levé à 6h. 6h30, c'était la prière. 7h, c'était le déjeuner. 8h, le monde s'en allait au travail et nous à l'école. 11h. À 11h, pour nous, l'école, on avait temps libre jusqu'à 11h30. Temps libre était « va travailler dans les jardins ». Fait qu'on allait travailler dans nos jardins, parce qu'on avait chacun tous nos jardins. 11h30, on avait un temps de prière qui était le premier chapelet. Midi, on mangeait. 1h, les enfants faisaient la vaisselle. Les enfants faisaient toujours la vaisselle, mais on était des gros lave-vaisselle, c'était vraiment le fun à faire. Après ça, on recommençait l'école peut-être vers 1h, peut-être 1h15, 1h30,
jusqu'à 3h30, 4h. 4h, il y avait c'était l'étude, faire les devoirs, je pense, ou aller feuiller au jardin. Ensuite de ça, à 4h30, 4h30, il y avait un chapelet, suivi de la messe à 5h, souper à 6h, 7h, temps d'études jusqu'à 8h, 8h prière jusqu'à 9h, après ça, dodo. Wow! Assez intense. Moi, je me réveille, puis il est déjà midi, j'ai le temps de bâiller, regretter de ne pas m'être souvenu de mon rêve, me donner l'impression d'être productif pendant 1 heure, prendre une marche, m'abrutir sur Big Brother Célébrité, puis je suis déjà dans mon lit de nouveau. Elle m'expliquait ensuite que cet horaire militaire s'appliquait autant aux jeunes qu'aux parents. J'ai donc décidé de poursuivre avec mes questions sur le travail et inévitablement sur l'argent. Personne t'est payé pour, les personnes payaient pour les là, je pense, si tu avais des bras. Parce qu'il y a comme 2 catégories de gens qui rentraient là, qu'on pense, qui avaient ça dans ta tête ou pas, mais tu avais ceux avec de l'argent. Fait que peu importe ta situation, qu'on te pousse en chaise roulante ou pas, que tu sois vieux sur le bord de crever, si tu as de l'argent, viens. Toi, tu vas payer parce que tu ne peux plus travailler. Tu vas payer ta pension, puis il y a sûrement eu du soutirage d'argent. Il y a sûrement eu des familles qui n'ont pas à toucher à leur héritage. Ça, c'est ça. Je peux pas mettre ma main au feu, mais c'est clair. Je sais pas comment ça peut vivre. Je sais pas comment ça peut d'être si gros, puis d'avoir... Où est-ce que venait l'argent? Je sais pas. Fait que c'est ça les 2 catégories de personnes. Tu avais les travaillants, que ce soit intellectuels ou de bras, puis tu avais ceux qui avaient de l'argent, travaillants ou pas. Mais si tu n'es pas travaillant, pas d'argent, c'est là que peut-être qu'on n'a pas trop envie de te pousser dans ta chaise roulante. OK. Ouais. Ça confirmait bien des théories. Plus son témoignage avançait, plus le père Blais correspondait à la description que Céline et Sophie m'avaient dite. Surtout pour ce qui est de l'argent. Marianne avait vu juste. En effet, il y en a eu du monde sans héritage. Bon, est-ce que c'était seulement comme elle dit, soit tu es travaillant, jeune et en forme et tes finances sont indemnes, ou tu es complètement alité mais que tu payes tout? On peut se douter qu'un ne peut pas empêcher l'autre. Peut-être que quelqu'un d'âgé, de travaillant, déboursait aussi énormément d'argent. J'ai décidé de lui demander comment se manifestait l'autoritarisme de Blais. Il se faisait chicaner. Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait j'imagine, à l'Assemblée ou au souper, bon là, on va parler de... Puis là, qui parlait aussi? Est-ce que c'est une personne tout le temps? Tout le temps le même. Oui. OK. Oui. Puis s'il décidait de sonner à la cloche pendant le repas, puis blaster quelqu'un, il sonnait à la cloche, puis blastait quelqu'un, puis on mangeait en silence. Ça n'arrivait pas toujours. Non, ouais. Vivement la visite. Parce que quand il y avait de la visite, là, il était gentil, puis on pouvait... Tu sais, genre, si les œufs... Ce matin-là, la cuisinière avait des œufs un petit peu trop rôtis à son goût à lui. Ben là, guiling, là, la cuisinière un tel, blablabla. Marianne poursuit en m'expliquant qu'au niveau de l'administration, le père Blais était un peu le seul à décider. De tout le temps. Parce qu'évidemment, il y a des décisions qui se prenaient. Là. Il y avait un peu une administration. Qu'est-ce que tu savais? Est-ce que c'était un petit peu obscur, puis une fois de temps en temps, il y avait des rencontres, vous ne saviez pas ce qui se passait, puis il ressortait de là avec une décision? Qu'est-ce que... Bon, dans la structure organisationnelle, il y avait un président, une vice-présidente, puis il y avait des conseillers, comme n'importe quelle structure de conseil de décision. Mais par contre, les conseillers, c'était les pions, les cheveux de cul ou les pas trop de... Tu sais, mon père n'aurait jamais été là parce qu'il aurait dit comme non, je suis pas d'accord avec ça. Mais finalement, ce conseil-là qui se réunissait une fois de temps en temps dans un bureau, bien finalement, c'était juste pour cocher la case qu'il faut se rencontrer, mettons, je sais pas, 2 fois par année pour prendre des décisions. Parce qu'au final, même s'il était là, c'est juste le père Blais qui prenait des décisions. Les autres n'avaient pas personne, pas rien à dire. S'ils se levaient le matin et disaient « OK, on achète telle ferme-là », il n'y avait pas besoin du conseil administratif. Le problème de fond, que c'est là où est-ce que tu as l'aspect un peu sectaire, c'est que lui, il était le fondateur. Il était le supérieur. Il était comme le président de l'administration. Il était en plus le chef spirituel en étant prêtre. Et dans les confessions, il avait tous les chapeaux. Je pense que le fondateur de quelque chose doit fonder et complètement juste se retirer. Et que les gestionnaires qui passent là, ça prenne, le fondateur a fondé. Je pense que c'est là où est-ce que quand le fondateur reste là, puis a sa vision même, qui devient un goût, je pense. J'ai fini par demander à Marianne
Comment elle avait terminé son parcours au sein de cette communauté. Je savais qu'elle l'avait quitté, mais pourquoi et dans quelles circonstances? Dans cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à la fin de cette année-là... On parle de 2001. De 2001, il y a eu quand même une bonne... Ça l'a quand même assez éclaté. Puis en 2001, on a quand même... 2001-2002, on a quand même sorti pas mal de monde de là en les aidant parce que c'est ça a comme éclaté. Le pourquoi, on dirait, je m'en souviens pas exactement, mais je me souviens de nos grandes discussions le soir après nos pratiques de théâtre, où est-ce que là, on disait comment on relevait les choses qui étaient devenues des non-sens. Pourtant, c'était pas probablement les mêmes choses, mais que là, tu sais, il y avait une prise de conscience. Il y avait une prise de conscience, puis le monde qui commençait un peu plus à se le dire entre eux. Fait que... Marianne m'expliquait donc comment s'était déroulée sa dernière année à l'avenir. Comme elle me l'a dit, elle ne se souvient plus de la raison exacte, mais me décrit un certain éveil collectif de la part de ses proches au sein de la communauté. Les gens, peut-être pas tous, commençaient à constater les excès du père Blais. On peut s'en douter. Maintenant, de quel excès parle-t-on? Disons qu'on peut s'imaginer facilement. Les exemples ne manquent pas. Pour ce qui est d'elle en particulier, Marianne fut fidèle à elle-même, me dit-elle. Sa décision s'est prise impulsivement, en réponse à des va-et-vient des gens qu'elle appréciait le plus. C'est ça, tu sais, je veux dire, t'es jeune, tu penses pas vraiment au lendemain, hein? On se voit pas, autant qu'on se voit pas vivre là, autant qu'on se voit pas partir. Tu sais, on est au jour le jour, puis justement, mon départ va être aussi spontané que ça. Un moment donné, justement, on est dans nos examens de fin d'année, moi et ma cousine, elle me dit « Hey, en passant, nous, on s'en va, genre, demain. » On s'en va où? On quitte. Ouais, je suis amoureuse d'un tel, puis on s'en va vivre là-bas. Ah, OK. Le party que fut l'Ordre Immaculé se terminait assez précipitamment. À ce moment-là, de sa famille, il ne restait plus qu'elle et sa sœur. En effet, même ses parents avaient quitté la communauté l'année d'avant. Son père ne supportait tout simplement pas le caractère de Blais. Heureusement, il la visitait chaque semaine. Marianne, 18 ans, sociable comme elle est et amoureuse, était restée en grande partie pour ses amis et son petit copain, un Japonais. Oui, tu sais, quand ton crush d'adolescence, c'est un Japonais chrétien qui vit avec toi sur une communauté autosuffisance jugée sectaire. Tout ça pour dire que l'ambiance était de moins en moins festive. Et lorsqu'elle apprit qu'un de ses meilleurs amis quittait aussi la communauté pour aller vivre chez sa mère, à l'extérieur de la communauté, c'était le deal breaker. Fait que là, il s'en allait chez ma mère. Ma mère était proche, fait que elle devenait comme la terre d'accueil de tous ceux qui sortaient. Mais comme Jean-Marc qui sort, puis qui va aller vivre chez vous. Je peux pas rater ça. Ça va être drôle, ça va être le fun. Faut pas que je rate ça. Fait que, mais je savais que j'avais un examen de français le lendemain matin. Et je voulais avoir mon DES. J'ai dit, OK, fait que demain, je fais mon examen de français, puis je sors en soirée parce que le père, il était parti aussi. Puis il fallait partir quand les supérieurs étaient partis, parce que sinon, c'était vraiment trop intense. Fait que là, c'est ça. J'ai tout mis mon linge dans des sacs de poubelle. Le soir, ma mère est arrivée. On a piché ça dans le char. Fait que là, je suis partie. Puis ça s'est fait demain. J'étais partie. OK. Et on s'est fait du fun en tabarouette. Avec Jean-Marc, c'était drôle. Ouais. Comme elle m'est apparue lors de notre rencontre, Marianne est sortie de la communauté en douce, comme seule elle le ferait. Téméraire, sûrement un peu insouciante, impulsive et courageuse. Pour ce qui est de sa sœur, elle n'a pas tardé à sortir aussi, et ce, avec l'aide de sa mère. Comme vous l'entendrez, Marianne et sa mère ont aidé beaucoup de gens à sortir. Quelques jours après, on est allé sortir presque de force ma sœur, parce que je me souviens plus de l'histoire qui avait dit jamais tu vas faire le rêve que tu veux en vivant là. Puis là, ça fait comme OK, j'accepte, je ferai jamais, OK, je pars. Là, elle est partie. Fait que cet été-là, il est sorti quelques personnes qu'on a hébergées à la maison. Souvent, au cours de l'année suivante, même peut-être 1 an et demi, 2 ans, on est allé chercher en cachette, à l'intérieur. Il nous appelait, puis là, il disait « Salut, c'est Michaela, minuit à soir, par la porte d'en arrière du couvent. »
Fait qu'on rentrait, moi et ma mère, les phares fermés. On se rendait là silencieusement. On rentrait tout son stock, puis on se sauvait avec. Oh my God, on a sorti une poubelle comme ça. Là. OK. Ouais. Fait que ça s'est vidé là, à vue d'œil. Ça s'est vidé, là, je dirais, un gros tiers est parti cette Puis année-là. ça, puis la raison est-ce que tu penses que c'est un J'ai pas souvenir qu'il y a eu quelque chose, mais je pense que ça pétait. C'est là, tu sais, de l'accumulation, puis à un moment donné, paf, ça pète. Puis là, je te dis, ceux qui se posent des questions partent, puis ceux qui se posent pas de questions restent. Ouais, mais tranquillement, tu sais, bon, on connaît l'histoire, c'est fermé, fait que là, tranquillement, ça s'est mis à... Maintenant, pour ce qui est de son copain japonais, elle a essayé de le convaincre de sortir, mais en vain. Il a fini par quitter plus tard. Mais pour des raisons de visa et sûrement d'amour pas vraiment fusionnel, ça l'a pas vraiment fonctionné. Ben, je veux dire, à 18 ans, tomber en amour avec un gars qui parle à peine ta langue, on s'entend que c'est pas l'amour fou, tu sais, faut pas se faire d'idées. Sérieusement, les jeunes, là, cherchez l'amour ailleurs que dans des auberges de jeunesse. Là. Vous y trouverez peut-être un brin de folie dans vos vies plates, mais sinon, c'est pas mal juste pleurer dans l'avion au retour, puis genre apprendre à dire « je t'aime » en portugais, puis avoir à faire un ménage dans ses amis Facebook 3 ans plus tard. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que son amour n'était peut-être pas assez puissant pour la garder là. De toute façon, le père Blais avait une technique assez sauvage quand il en vient aux visiteurs qui veulent quitter. C'est complexe, puis on comprend pas trop parce qu'on s'entend-tu que c'est même pas trop lui qui gère son propre visa. Il faut faire attention parce qu'aussi les Japonais puis ceux qui viennent d'ailleurs, quand ils veulent partir, Yves, ils les prenaient, ils les mettaient dans une chambre, puis il fallait plus qu'ils rentrent en contact avec ses autres amis japonais pour pas qu'ils parlent japonais, là, puis qu'ils convainquent les autres. Puis après ça, pouf, ils les pitchaient dans un avion, puis ouais, tu vas t'en aller, va-t'en. Ouais. Assez un move de dirigeant manipulateur. En parlant de manipulation, Marianne me racontait qu'après s'en être sortie, elle et sa famille organisaient littéralement des blais-thérapies. On a fait des blais-thérapies. Oh ouais. On a fait des blais-thérapies avec mon oncle puis tout autour de la table à niaiser. Tout ce qu'on pouvait pas faire là-bas, on le faisait. Puis on était « Tiens, le blé! » Qu'est-ce qu'on pouvait pas faire? Non, mais des choses niaiseuses, là. Je sais bien que, mettons, tu sais, des fois, on graisse des toasts, on liche notre couteau. Hey, là-bas, tu liches pas ton couteau. Fait que pour niaiser, pour extérioriser tout ça, on disait « Ouais, ben tiens, là! » Puis là, on lichait notre couteau comme des Mongols. Mais ça extériorisait ça libérait. tellement, là, tiens. Parce que c'est niaiseux que ça fait chicaner pour avoir liché un couteau. Ben oui, c'est la bienséance, là. Ouais. Je peux bien craindre. Mais tabarouette, tu t'enfleurs, en tout cas. Je connais beaucoup les gens pour des petits trucs comme ça. Ah oui. Mon Dieu, ça a l'air d'un soulagement énorme. Si chez vous, être rebelle, c'est lécher ton couteau à table, tu vis en effet peut-être dans un univers un peu répressif ces bords. Au moins, disons que lorsqu'elle a appris que le père Blais était potentiellement atteint d'un problème de santé mentale, ça les a aidés à s'expliquer ce qu'ils avaient vécu. Pas que si un bipolaire te frappe, c'est moins pire, mais disons que ces détails peuvent parfois expliquer des comportements. Sans vouloir le protéger, ma sœur qui, par hasard, a rencontré son psychiatre dans une cage d'escalier où est-ce qu'elle faisait du ménage dans son appartement à elle. Quand même, pourquoi, je sais pas. Fait que là, elle savait qu'elle était psychiatre, pas qu'elle était son psychiatre. Okay. Puis elle dit « Ah, t'es psychiatre, blablabla. Hey, j'ai une question à te poser. » Puis elle commence à expliquer ce cas-là de Blais, parce que puis là, pour avoir son avis de psychiatre, tu sais, genre, puis il lui a dit « C'était mon client. Je ne peux pas te dire, parce que j'ai mon secret de docteur, mais sois certaine d'une chose, il n'était pas en santé dans sa tête. Okay. Donc, vous n'êtes pas juste fait manipuler par un homme intelligent qui manipule, mais il avait une grosse maladie mentale. T'sais, fait que là, c'est capable, c'est réparateur de se dire, OK, il était pas juste normal. Non, c'est ça. Parce que ça serait... C'est encore plus... C'est encore plus c'est vicieux. vicieux. Ouais. Tandis que là, ta maladie mentale, il se croyait. Bon, ça paraît que je suis pas enquêteur parce que la preuve de « ma sœur a croisé son ancien psychiatre pendant qu'elle nettoyait ses marches de son appart », c'est pas le truc le plus crédible, je dois avouer. Mais en même temps, je vois pas pourquoi j'ignorerais ce détail-là. Pour ce qui est de l'effondrement de l'Ordre Immaculé, elle avait un peu de détails en ce qui concerne Wotton. Wotton, c'est une autre histoire encore. OK. Puis ça ressemblait à quoi? As-tu des détails de cette histoire-là? Oui. Des petits détails. Je me souviens qu'il y a un monsieur, ils ont acheté ce petit domaine-là,
Parce que là, c'est ça. Ça fait partie des gens que c'est difficile pour eux quand ils ont été des nombreuses années d'en revenir dans le monde et vivre une petite vie normale et tout ça. Fait que là, eux autres, ils avaient encore à cœur cet esprit communautaire-là. Fait qu'ils ont sorti, ils ont acheté ça, puis ils se sont regroupés là. Et là, ça l'a permis à d'autres de sortir de là pour aller là, parce que c'est comme peut-être une place tampon pour l'entre-deux, je dirais. Après ça, entre 2004 et aujourd'hui, c'est flou, très flou. On s'imagine qu'après le décès du père Blais, les derniers membres se sont séparés et l'immense terrain situé à l'avenir s'est lentement vidé, et puis est devenu cette attraction pour les ados de Drummondville et des environs, assoiffés d'adrénaline. Maintenant, à qui appartient le terrain aujourd'hui? Clairement, il a changé de propriétaire plusieurs fois. Marianne nous expliquait que, à ce qui paraît, fidèle à son parcours, la fin de l'Ordre Immaculé est assez louche aussi. Là, c'est tombé dans les mains à qui, je m'en souviens plus. Après ça, je me souviens qu'il y en a qui ont comme disparu. Genre, parti. On ne sait pas où il est parti, mais avec un montant. Il est où? OK. Ouais, ils ne sont pas disparus, genre, un mystère. Ils sont quelqu'un, mais on ne sait pas où. Ouais. Bon. Donc, comme une vraie histoire de pirate, le butin du père Yves-Marie Blais se serait volatilisé lors de la dissolution du groupe et de la mort de son dirigeant. C'est là qu'entre en scène un nouveau personnage, un certain comptable, qui se serait greffé au groupe de Wotton. Est-ce que... Je sais qu'il y a un comptable, on a beaucoup vu son nom, André Messier. André. Lui, il est rendu à Wotton. Okay. Ça, c'est louche. OK, c'est louche, le comment? Ben, c'est louche parce que c'est lui le dernier qui avait ça. Fait que c'est où est-ce qu'elle est toute l'argent? OK, fait qu'il y a comme un butin qui a été perdu quelque part. On ne sait pas. Ça, c'est tout un grand mystère. Si vous voulez devenir des enquêteurs. OK. Fait que dans le fond, il y a de l'argent qui a été généré, qui allait dans les poches à Blais, on suppose. Ouais. Lui est mort, puis après, qui est parti avec? C'est ça la grande question. Pour ce qui est d'André Messier, on y reviendra dans le prochain épisode. En effet, on avait déjà lu son nom, entre autres dans l'article de l'Express de Drummondville. Dans celui-ci, on explique qu'en tant que comptable de la Société Reine de la Paix, c'est lui qui aurait hérité de toutes les possessions de l'entité. Je veux dire, c'est pas rien. On sait que la Société Reine de la Paix avait plusieurs immenses terrains partout au Canada. Je comprends donc Marianne de trouver ça louche à première vue. Toutefois, je suis frileux à l'idée de lui donner des trop mauvaises intentions de Jeff Bezos. Je veux dire, ça sonne pas trop comme un plan de fraudeur à mon sens. Un monsieur qui hérite de terrain après avoir passé plusieurs décennies à prier et gérer une communauté religieuse, ça sonne pas trop comme un plan d'arnaqueur. Oui, Blais était louche niveau finance, mais attendons d'en apprendre davantage sur Messier pour juger du personnage. Qui a fait quoi, comment? Est-ce que Wotton est aussi tordu que l'avenir? Marianne aussi se le demandait. Est-ce que c'est mieux là-bas? Est-ce que c'est mieux? Écoute, je pense que dans ces histoires-là, tu as toujours quelqu'un qui prend la grippe du dessus. Je crois que l'histoire s'est répétée avec une autre grippe, tout simplement. C'est encore actuel. On y a été un petit peu au début, pas pour y vivre, pas pour y participer, mais parce que c'était des connaissances, des amis. Fait que pour aller voir un peu... Ouais, toute une affaire. Après avoir entendu le témoignage de Marianne, ça venait renforcer plusieurs thèses. Par exemple, celle que le père Blais était soit un brin bipolaire, violent, impulsif, ou tout ça mêlé ensemble. En effet, lors de nos recherches dans les archives de Richard Bergeron, on relate dans des lettres de l'époque des épisodes de violence ou d'excès de colère. Donc, même si c'était flou, on avait aussi quelques détails en ce qui a trait à la fin de la communauté. La version de Marianne suggérait un scénario potentiel qui va comme ceci. Lorsque le père Blais aurait perdu les pédales en accumulant les excès de violence de toutes sortes, la communauté qui, elle, s'articulait fondamentalement autour du personnage, se serait effondrée, puis a donné naissance à Wotton. Pour ce qui est de ça et de l'argent, ça reste un mystère. À suivre. Quand on est là, on doute. Quand on sort de là, maintenant on a des confirmations. Mais quand on est juste là, on doute. Il y a des histoires qui circulent, mais on se dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu sais, par après, on le sait que, mettons, il y avait les mains longues puis qu'il couchait avec une couple de filles. On le sait parce que les filles l'ont dit. Les personnes l'ont dit. Ils se sont fait probablement manipuler. Mais je pense que dans son cœur, elle peut être vraiment en amour. Ça dépend comment que tu te fais manipuler. Mais c'est ça, oui. Une relation égale à égale. Je dirais
Les personnes qui sont tombées en amour avec, c'est des personnes qui sont probablement plus vulnérables. Des personnes qui ont besoin d'amour. On a tous besoin d'amour, mais tu sais, on ne le prend pas de la même façon. Ouais. Fait que pas les mêmes blessures, puis tout ça. Je suis certaine qu'il y en a. Je suis certaine, je sais pas. J'émets l'hypothèse qu'il y a eu du monde pas en. Qui ont été abusés pour de vrai. Mais est-ce que c'était un fond de trame du commun du mortel? Non. Des jeunes qui ont été là, est-ce qu'il y en a qui ont été abusés? J'en connais pas un. On était quand même une vingtaine. Oui, mais je l'ai fait asseoir dessus. Je trouvais ça bizarre. Puis il nous flattait toujours comme ça, en rentrant notre main dans le chandail de main. Ce qui est. Ben, c'est limite, là, même le monde, tu sais, ton ami, je veux dire, même si on est amis dans un an, je te flatterai pas l'épaule autour de ton chandail. Bon, et j'en connais d'autres qui s'étaient fait en traversant une clôture, tu sais, rentrer le doigt dans tu sais, puis là, ça a signé son arrêt de mort. Après ça, ils ont levé son sacré le camp, eux autres, là, tu sais, après ça, c'est comme non, c'est bon. Disons que sa version des faits vient aussi renforcer la triste rumeur qui courait, celle des agressions sexuelles. Quand j'ai dit violence de toutes sortes, je sous-entendais aussi les violences sexuelles. Pour ce qui est de moi, évidemment, je ne peux rien affirmer. J'étais pas là, moi. Comme vous le savez, ce genre d'agression est hyper sensible comme sujet. Même qu'au début, j'ai hésité à adresser la chose, en me disant que c'était des rumeurs, mais surtout des rumeurs qui comportent des accusations assez sérieuses. Tu sais, faut pas niaiser avec ces choses-là. J'ai tout de même décidé d'en parler, parce que quand il est question de ce type de méfaits, les rumeurs, elles, deviennent capitales. D'ailleurs, c'est souvent en les taisant ou en réduisant leur importance que les agresseurs réussissent à perdurer. Les cas hyper médiatisés d'Éric Salvaille ou encore Gilbert Rozon en sont la preuve. Les tentatives de judiciariser ces choses-là mènent rarement à une réponse claire et nette, malheureusement. Ça montre bien la complexité de l'enjeu et la nécessité de prendre les rumeurs au sérieux. Bref, comme je vous ai dit, moi je suis pas là pour taper avec un marteau et dire coupable. Je crois simplement que le récit de Marianne est important à relayer pour comprendre l'histoire de l'avenir dans toute sa complexité. Et ce, sans minimiser la possibilité que des gens aient vécu des choses horribles comme celles dont on parle. Marianne m'expliquait qu'heureusement, elle s'en était sortie sans jamais en souffrir. Malgré tout ça, elle gardait toujours un souvenir globalement positif de son expérience. J'en tire plein de bons moments parce que j'ai plein de bonnes amitiés. J'ai plein de choses que j'ai vécues que si on le mettait en film, quelqu'un dirait hey, c'est impossible. Non, je l'ai vécu. Puis je trouve ça drôle. Puis ça fait que je trouve que mon adolescence a été drôle, même si ça a été intense, a été quand même formateur. Puis ça fait que mon histoire, elle est originale. Elle me racontait ses cours de théâtre, les folies qu'elle faisait avec ses amis, les liens forts qu'elle tissait, malgré tout le contexte très propice au traumatisme. Ce soir-là, on avait décidé de voler des retailles d'hostie. Oui, puis ma cousine. Puis là, on court dans le sous-sol avec nos retailles d'hostie qui cassent. Ça casse, il y a des miettes partout. On s'en va dans la salle de jeu, manger nos retailles d'hostie. Tout le côté théâtral, parce qu'on a eu une grosse troupe de théâtre là, qui jouait devant personne, mais quand même, on montait des super gros spectacles qui finissaient plus. Fait que de ma cousine arrivée, la robe à l'envers, une robe avec une traîne. Elle est arrivée à l'envers, sa scène, là, elle marchait sur sa traîne. Nous autres avec les fous rires. Fait que tout ça, en tant que jeune, ça m'amène plein de bons souvenirs puis tout ça. C'est toute ta question. C'est comme fêter sa fête au Dairy Queen et en sortir heureux. On se trouve quasiment surpris du plaisir qu'on a eu. Ça devait être intéressant quand même de savoir que vous aviez tous un projet commun. J'imagine que vous tendiez tous à quelque chose. C'était quoi? Puis, je veux pas, lui, si c'est le dirigeant, c'est lui qui vous transmet un peu ce projet-là, ce devoir-là. C'était quoi son but à lui? Est-ce qu'il l'adressait? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on met des fermes? Lui, là, dans sa tête, puis je pense qu'il y a eu quand même des histoires dans sa tête différentes. Puis là, c'est dans quelle partie d'histoire que là, on fait partie. Je vais raconter celle-là parce que c'est elle c'est elle qui fait partie du pourquoi qu'on est allé là, qui est quand même une branche un peu plus apocalyptique et survivaliste dans ça va foirer, puis nous, on va être tellement autosuffisants qu'on va s'autosuffire. La preuve, le verglas. Hey, il faisait la manchette des journaux, on était ces grosses génératrices, ça n'a jamais arrêté, ça n'a jamais paru qu'il y avait eu le verglas, à part la glace qu'il y avait partout. OK.
parce que les génératrices ont fonctionné, tout est resté complètement normal là. Fait que, tu sais, c'était ça, mettons, ses projets. Genre, dans sa tête à lui, à la période qu'on était, c'était vraiment comme dans l'Apocalypse, tu sais, dans la Bible, c'est dit qu'un jour Jésus va revenir dans sa seconde venue, blablabla. Bla, 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 bla. Lui, dans sa tête à lui, c'était là. Il allait arriver à l'avenir. Non, je sais pas. Je sais pas s'il disait ça. Mais il va arriver plein de catastrophes. C'est comme, nous, on va être tellement près là, que Dieu va nous mettre. Pas que Dieu va nous mettre une bulle de protection, mais comme oui, tu sais, on veut tellement. Ouais, là, on va être protégé, là, on va être prêt, là, on va être prêt à manger des conserves jusqu'en 2048. Puis. Ouais, notre autosuffisance. On peut tellement rouler sans l'extérieur que. On parlait de tout ça. Puis je me demandais si, comme moi, elle faisait un certain lien avec cette période de sa vie, la notion de survivalisme et la pandémie actuelle. J'ai demandé à Marianne de jeter un regard sur l'actualité en prenant compte de son expérience à l'avenir. Comment son survivalisme et sa philosophie générale ont-ils évolué? Quelle serait la solution à long terme, selon elle? Watch out, les amis, ça devient politique. Parce que là, il y en a qui ont su. Ma soeur est toujours des protestants dans les manifestations. Là. On est full anti-masque. Je trouve autres, mais bon. Ben, c'est pas qu'on est anti-masque, on est pro-choix. C'est pas vrai. On est pro-choix, c'est plus. Puis on est contre tout ce qui se passe en ce moment. On veut plus de genre l'écologie. Tu sais, genre, ça ne peut pas continuer. COVID, pas COVID, on s'en fout, là. Mais en tout cas, moi, le système de santé, je voudrais qu'il tombe. J'aimerais que le système scolaire tombe. J'aimerais que. Pas le système économique, non, mais on a-tu clairement vu qu'on peut pas faire venir toute la Chine, tu sais, puis c'est pas que je suis 100% Trump, il faut tout faire chez nous, mais lumière rouge, il n'y a pas tard. On peut-tu arrêter de faire des cellulaires qui fonctionnent plus après X temps? Bon, je suis vraiment dans ce côté-là. Bon, j'avais devant moi l'agenda politique de Marianne. Disons qu'elle revendique une liberté individuelle plus accrue. Selon Marianne, c'est pas le système économique qui doit être réformé, mais plutôt l'école et les hôpitaux qui doivent être genre abolis. Et on devrait implanter une sorte de protectionnisme économique à la Trump. Ce que je suis pas trop certain d'aimer personnellement. Disons qu'au niveau politique, j'étais pas vraiment d'accord avec elle. Pour moi, la réponse survivaliste à une crise sonne un peu trop chacun pour soi, pogne-toi des guns, pis tant pis pour toi si t'es dans le mal. Je caricature, mais sensiblement. C'est un peu ça, non? Cependant, elle m'exprimait aussi son désir de refonder des villages, comme avant, par souci écologique et social. Puis ce désir-là, même si on n'a pas le même plan de société pour le réaliser, disons, ben je le comprends. Si je crée une commune, ben premièrement, je pense pas que ce serait une commune, je pense que ce serait un domaine. Où est-ce que tout le monde qui vient vivre dans le domaine a sa maison. C'est un domaine comme le domaine de je sais pas quoi, le domaine des Appalaches. Mais voici la vie communautaire. C'est de recréer un village. C'est difficile, là. Ça, c'est ma nouvelle. C'est mon pop-up de la dernière réflexion que j'ai eue. Fait c'est un domaine. Tu vis dans ton domaine, tu vis dans ton chez-vous, puis ton domaine a cette saveur-là. Fait que tu respectes la saveur de ton domaine. Si on s'était dans un domaine d'échangisme, on s'entendrait que tout le monde serait tout le monde. Fait que si c'est un domaine, mettons, écologiste, plus axé sur ton environnement et tout ça, on va s'attendre que pas chaque maison va avoir, mettons, son tracteur à gazon, mais qu'on va avoir, mettons, une boutique de location, mais plus que tu habites dans le domaine, tu le loues pas, mais c'est parce que tu as accès à cause que tu payes le genre de taxe interne. Fait que, tu sais, dans le fond, je trouve que, en tout cas, j'ai trouvé que c'était la façon la moins dirigeante, bien encore, parce que qui dirige le domaine, c'est un propriétaire. Fait que, tu sais, bon. Fait qu'il faudrait que ça soit comme un village. Fait on élu un maire, mais tu sais, les visions, la charte est bien établie, fait qu'on peut pas s'en aller en dehors de la charte, mais encore là, une charte bien établie, si tu as tout le même membre d'un conseil qui décide, non, mais on ouvre une loi qui défait la charte. Fait que c'est là où est-ce qu'il arrive la personne forte qui s'établit comme un goût. Moi, je ne veux pas qu'on touche à la charte, je veux de même jusqu'au temps que je meurs. Fait que là, c'est ça. Je pense que le fondateur de quelque chose doit fonder et complètement juste se retirer. Et que les gestionnaires qui passent là, le fondateur a fondé. Je pense que c'est là où est-ce que quand le fondateur reste là, puis a sa vision même, qui devient un goût. On l'a perdu, l'esprit commune que chaque village avait à l'époque. Dans le fond, il faut qu'à partir d'une commune, il faut rebâtir un village comme il pouvait être à l'époque
où est-ce que l'entraide, quelqu'un passait au feu, tout le monde y allait, puis ils reconstruisaient 3 semaines après, 3 semaines après, que dis-je, une semaine après, ils rentraient dans leur maison, puis tout le monde avait fourni un petit peu, tu sais. Fait que c'est tout cet esprit-là que... J'ai bien aimé cette réflexion qu'on avait Marianne et moi. Comme j'expliquais précédemment, l'idée d'une communauté utopique où les gens gambadent dans les champs et s'autosuffisent en harmonie avec la nature en est une très alléchante pour le jeune moyen en 2021, qui voit la crise climatique se dérouler devant ses yeux et la pandémie qui n'est peut-être que la pointe de l'iceberg de tout ce qui est à venir dans les prochaines décennies. Non, mais on est d'accord. Je veux pas sonner comme une vision apocalyptique de Marie-Danielle, mais les faits sont là. La planète se réchauffe. L'humain, ou plutôt le capitalisme sauvage si vous demandez mon avis, mais détruit la nature. Petit rappel, la pandémie est directement liée aux écosystèmes qui se font détruire. Bref, je m'emporte. Calme-toi là, Hubert Reeves. En fait, ironiquement, les cataclysmes bibliques que présageait le Père Blais à travers les visions de ses voyantes qui liaient la crise du verglas, par exemple, à la fin du monde imminente, n'étaient peut-être pas totalement dans le tort. Je veux dire, la crise du verglas de 1998 est un fait. Maintenant, si tu l'associes aux ravages et aux dérèglements que l'humain a causés aux écosystèmes, ou à une punition de Dieu pour les vices qu'ont commis les humains, ça c'est un autre débat. Mais pour moi, il faut penser à une alternative. Maintenant, c'est une question de ne pas tomber dans un égoïsme survivaliste à tout casser. Seulement, ça me semble difficile, aujourd'hui, de concevoir une communauté comme celle des hippies progressistes qu'on voyait émerger pendant les années 70. C'est comme si ce n'était pas possible aujourd'hui. Après tout, l'échec de la communauté de l'avenir en est un peu la preuve. À l'avenir, on était diamétralement opposés des communes des 70s. Premièrement, la communauté naît à l'aube des années 90. Et contrairement aux idées progressistes, elle s'inscrit plutôt dans un traditionnalisme et une réaction aux changements sociaux des décennies précédentes. De plus, l'image d'une commune utopique et égalitaire contraste assez beaucoup avec ce qu'on a appris de la vie à l'avenir. Loin d'être équitable et utopique, l'argent et l'individualisme y régnaient. Le Père Blais manipulait la foi des croyants pour des dons faramineux. On chargeait du bénévolat, en plus de faire rouler une entreprise. Comme tous nos témoins l'ont dit, l'argent y était pour beaucoup. En passant, je dis pas que si une communauté est davantage progressiste, les dérapages sont impossibles. Des communes de hippies qui virent mal, ça l'a existé aussi. Seulement, l'argent n'y était pas pour beaucoup. Cependant, je me demandais depuis un bout pourquoi c'était plus possible des communes comme avant. Se séparer du monde capitaliste qui ravage la Terre sans que ça vire power trip monétaire, capitaliste et PME douteuse. J'ai réussi à joindre un sociologue fascinant qui s'intéresse aux enjeux de la contre-culture et aux religieux. Je vous ai déjà parlé de Jean-Philippe Warren, il a écrit des livres sur les expériences de vie commune lors des années 70. C'était quelqu'un de très pertinent à qui s'adresser. Je voulais savoir quelles étaient les différences majeures entre le contexte de l'époque et celui de la nôtre. Je veux dire, l'avenir, ça se termine quand même en 2007, là. C'est tout récent. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y a quelque chose quand même de différent. Ce qui est différent d'abord, c'est que les campagnes se vident, littéralement. Le Québec est en train de voir un immense exode rural qui existait déjà au 19e siècle. L'urbanisation a commencé il y a longtemps, mais qui s'accélère après la guerre. Après la guerre pour toutes sortes de raisons, mais la première raison, c'est que il y a la possibilité de faire vivre des populations urbaines avec très peu d'exploitation de zones rurales. Un, parce qu'on exporte beaucoup la nourriture, ce qu'on ne faisait pas avant. C'est plus difficile d'exporter la nourriture au 19e siècle, évidemment, que ce l'est après la Seconde Guerre mondiale. Ouais, OK. Je vais vous expliquer tout de suite. Le jour de notre entrevue avec Jean-Philippe Warren, il y a eu une belle grosse tempête de neige à l'extérieur. Et mon Internet en a souffert un brin. Je vous résumerai les phrases qu'on comprend mal. Or, ça fait quoi? Ça fait d'abord que pour occuper les terres qui sont désertées. La première chose. Puis la deuxième chose que ça fait que ces terres-là qui sont désertées, qui sont donc abandonnées par des gens qui ne trouvent plus de quoi subvenir à leurs besoins ou simplement parce qu'il n'y a pas de relève pour eux, sont à vendre pour réellement pas cher. C'est presque pour une chanson qu'on est capable d'acheter d'immenses terrains. Là, des terrains, là, des acres et des acres et des acres de forêts et de champs
sont à vendre pour moins que rien. Et donc, si vous êtes, disons, une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, et que vous mettez vos petites économies, je ne dis pas des grandes économies, vos petites économies en commun, on parle de quelques milliers de dollars, là, on n'est pas dans les millions de dollars, mais quelques milliers de dollars ensemble, vous êtes capable de vous acheter plusieurs bâtiments, plusieurs maisons, puis des terrains en vaste quantité. André et moi, on a étudié une gang d'artistes là, de la fin des années 60, début des années 70, qui avaient décidé de s'acheter une ferme avec bâtiments et machinerie dans Charlevoix. Donc, c'était acheté dans Charlevoix un immense terrain avec la grande maison, puis tous les bâtiments de ferme, etc. Et ils avaient payé ça avec l'argent de leur bien-être social. Wow! Donc, Wow! Acheter un terrain avec son bien-être social. On est vraiment loin de là aujourd'hui. Mais surtout, c'est économique. C'est-à-dire que si vous voulez vous établir dans la même ferme de Charlevoix où ma gang de hippies s'est installée en 1969, vous ne devez pas payer 10 000 $, mais vous devez probablement payer autour de 1 million de dollars aujourd'hui. Ouais. Hein, c'est la différence. Elle est là. Aujourd'hui, 1 million de dollars à investir dans une telle entreprise en se disant, si ça foire, c'est pas grave, je retournerai en ville. Mais après, sûr que c'est quelque chose qui va tenter beaucoup de gens avant d'avoir les garanties et les assurances nécessaires. Donc, je dirais que la grande différence entre les années 60 et aujourd'hui, elle est d'abord et avant tout monétaire. Si aujourd'hui, on disait, vous pouvez vous établir en région, subvenir à vos besoins et acheter une terre, une bonne terre là, avec tous les bâtiments, etc., avec l'argent de vos prêts et bourses, je pense que vous auriez pas mal plus d'étudiants qui seraient tentés vers un retour à la terre. Ouais, Maintenant. effectivement. Plus il m'expliquait ses raisons économiques, plus j'allumais. Ces années-là étaient pas juste plus cool à cause des Westphalia, de l'acide puis de Led Zeppelin. La vie coûtait juste moins cher. Non seulement ça, les gens avaient besoin de moins. Le but, c'est que les gens se sont habitués à un certain confort qui fait en sorte que se placer en marge de la société pour vivre dans des conditions qui sont telles qu'on ne peut pas avoir vraiment de revenus paraît inimaginable. Et ça, c'est fondamental. Il y a de l'individualisme aussi, à l'époque, il y avait plus de communautarisme que maintenant. Les gens aujourd'hui sont plus habitués à un certain individualisme. Ils ont grandi enfants uniques ou avec un frère ou une sœur au maximum. Ils n'ont pas été grandis dans des familles de 15 enfants. Ils sont habitués à un certain confort, ce qui existait moins à l'époque où les gens avaient des fois grandir dans des conditions assez difficiles. Il y a aussi la nécessité de certains moyens de communication aujourd'hui dont on peut plus se passer. Vivre à Charlevoix sans Internet, ça semble moins facile. Sans connexion Netflix, ça semble moins facile maintenant que par le passé, ou simplement écouter le gazouillis des oiseaux dans les arbres, ça suffisait comme passe-temps. Bon, c'est une image un peu intense. Je veux dire, je suis pas contre écouter les gazouiller des oiseaux, mais qualifier ça d'un passe-temps, ouais. C'est soit que j'ai grandi avec l'arrivée de l'Internet puis que je suis TDAH, ou qu'à l'époque, l'acide aidait vraiment à l'appréciation des gazouillis. Sûrement les deux, honnêtement. Une chose est certaine, les critères de confort ont beaucoup changé. Critères de confort changent. Critères de confort changent. Donc, c'est le confort, oui et non. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune dirait que c'est le confort d'avoir un iPhone? Les gens diraient non, c'est le bare minimum. Oui. En effet, aujourd'hui, on a accès à tout le temps. Difficile de s'imaginer déménager en campagne, déconnecté du monde. Non, mais c'est vrai, les gens aujourd'hui doivent constamment être divertis. La preuve, t'écoutes en ce moment un podcast espèce de zombie de la société. Profite donc là, de la vie, esti. T'es là à conduire, faire la vaisselle ou marcher, puis tu peux pas soutenir d'être seul avec tes pensées, pauvre con. Non, c'est une joke, là. S'il vous plaît, reste là. Puis oublie pas, tu peux payer hein, sur le site. Là. Abonne-toi puis, sur Instagram. Puis n'hésite pas à share, hein, c'est vraiment apprécié. Blague à part, ce confort qu'on connaît tous aujourd'hui, si on part en commune, il faudrait qu'on l'aille. Sinon, c'est difficile de s'imaginer lâcher prise de tout ce qu'on connaît. Ils souhaitent quand même avoir en commune un certain niveau d'aisance. Et ça, il faut que la commune soit capable donc, de leur donner
elle peut coter une partie de leur salaire. Bon. Mais si elle cotise au prélèvement une partie de leur salaire, ça veut dire que les membres ont un salaire, des emplois qui sont quand même respectables. Respectables, ça veut dire probablement qu'ils travaillent dans un bureau en ville. S'ils travaillent dans un bureau en ville, c'est qu'ils ne peuvent pas habiter très, très loin en Gaspésie. Donc, ça fait en sorte que les conditions d'intégration socio-économique de la société actuelle empêchent des sauts dans l'inconnu, même ampleur que ceux qu'on a pu observer dans les 70. Ouais, ça résume pas mal très bien quelque chose que j'observais depuis le début. J'ai juste pas un doctorat, moi. Et d'ailleurs, la destinée des communes, exactement la trajectoire que je viens de décrire, puisque lorsque les jeunes de 20 ans ont eu 30 ans en 1980, que peut-être c'était le temps de rentrer au bercail, parce qu'ils étaient en train de perdre des opportunités de s'accomplir personnellement, qui étaient celles de des membres de leur génération. On interroge les hippies des années 80. Dans les années 80-90, on leur demande « Mais pourquoi vous avez quitté votre commune? » Puis ils répondent « J'avais envie de me mijoter des petits plats, j'avais envie de porter du beau linge. » C'est banal comme réponse. On va dire ils se sont trahis, ils sont devenus, ils ont sold out, là, ils ont été compromis par la société de consommation, ils ont été cooptés par le capitalisme. C'est une réponse, une grosse partie de la réponse, c'est juste que tu as envie de prendre soin de toi. Ouais. Puis la façon de prendre soin de toi, tu en décides d'une partie, mais une grosse partie, c'est pas toi qui le décide, c'est la société qui te dit c'est quoi prendre soin de toi. Bon, je vais résumer un peu, là, on l'a un peu perdu pour la fin de sa phrase. Grosso modo, comme explique Jean-Philippe Warren, même les hippies de ces années-là ont fini par quitter leur commune ou la transformer en entreprise, parce qu'ils avaient envie du confort que la société leur permettait tout récemment. C'est normal, comme il l'explique, t'as juste envie de prendre soin de toi. Puis la façon de prendre soin de toi, t'en décides une partie. Mais une grosse partie, c'est pas toi qui la décide, c'est la société. Oui, blâme ça, c'est la société. Comme d'habitude, c'est la société ER qui nous mène. Si, quand tu vas à Montréal, il y a des télévisions cheap, des belles autos, de la bonne bouffe, Normand Brathwaite, du bon vin, des jeux vidéo, oui, le coût de la vie augmente pendant les années 80, mais tes désirs aussi. Au fur et à mesure, vous trouvez, même à votre corps défendant, vous trouvez obligé de vous inscrire dans une logique capitaliste, et puis il y a l'inflation, puis l'essence coûte de plus en plus cher. Et vous retrouvez finalement à renier une entreprise capitaliste. Au départ, vous étiez juste une bande de hippies venus fumer du bois. Ce n'est pas le destin obligatoire de tout groupement qui se veut à l'écart de la production commerciale actuelle. Mais c'est énorme qui est exercé sur chacun de ces groupes. Mais c'est ça qu'ils ont fini par flancher parce que qu'est-ce que la société leur proposait en fait d'alternative. D'ignorer ça, ça prendrait une croyance envers quelque chose d'autre, peut-être. Exact. Une croyance qui marche. Ouais. Pensez-y. Les gens qui vont vivre la vie de néo-ruralisme, de pot maçon et de panier bio aujourd'hui le font rarement sur un coup de tête avec peu d'économie. Ça prend souvent un peu de planification et un peu de cash aussi. Si la vie coûte plus cher, tu risques de plus calculer tes décisions et d'être moins expérimental pour le fun. Pour répéter sa phrase pour que vous la compreniez comme du monde, à l'aube des années 80 et jusqu'à aujourd'hui, la pression qu'exerce la société en général sur les groupes qui essayaient ou essayent toujours de s'en affranchir est énorme. Warren a poursuivi en nous expliquant une anecdote issue de son étude des communes québécoises qui résume magnifiquement la différence entre les deux époques. De ce que j'ai compris, une commune de hippies qu'il a étudiée ont vu que les tracteurs devenaient de plus en plus accessibles. Ils ont donc décidé de troquer leur cheval pour un tracteur. Mais rapidement, les petits tout nus poilus gratteux de guitare ont réalisé que, contrairement au cheval, le tracteur nécessitait des outils, du gaz, et tout ça, ça coûtait de l'argent. Shocker, je sais, ça a l'air évident, mais ça fait que l'accessibilité aux belles patentes rend la vie de hippie difficile, voire impossible. Ayez pas peur, il y a toujours des gens aujourd'hui qui vivent différemment. On a tous un ami qui marche nu-pied tout le temps,
croit qu'il est un citoyen du monde, mais qui est né à Victoriaville, critique abondamment le système et qui rêve de faire de l'ayahuasca. Disons juste qu'aujourd'hui, c'est moins tentant d'investir dans des expériences de jeunesse comme une vie de commune. Bon, voici une belle grosse parenthèse qui vient de se fermer. Je pense tout de même qu'une discussion comme ça s'imposait dans le projet. Depuis le début, c'était un peu là où je voulais en venir. À la base, oui, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'avenir, mais aussi et surtout, quelles sont les réflexions qu'on peut en tirer aujourd'hui. Je savais que ça se faisait plus vraiment des communes comme celles qu'on a connues lors des années 70. L'exemple de l'avenir en est un peu la preuve. Mais je me demandais pourquoi. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui a changé depuis, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour imaginer des façons de vivre alternatives propres à notre contexte et à notre époque. Bon, alors la réponse... je l'ai pas. Ben oui, Chris, désolé, je sais pas à quoi vous vous attendiez. Là. Et non, je n'ai pas la réponse à l'issue de l'impasse climatique et son lien fondamental avec l'exploitation capitaliste de la Terre. Désolé du suspense, là, mais je l'ai pas. Moi, je fais un podcast. Tu sais, PH Quentin, moi, pas grand-chose qui nous sépare. Reste qu'avant d'en terminer avec tout ça, je voulais en savoir davantage sur l'avenir. Question d'avoir une bonne conclusion satisfaisante. J'ai parlé à quelqu'un qui y a vécu lors de sa jeunesse, mais rencontrer quelqu'un de vivant qui a connu cette communauté de A à Z, ça serait encore plus cool. Comme Marianne m'expliquait, il y avait aussi plusieurs phases à cette histoire qu'elle ne connaissait pas. Il faut aussi penser que nous, on était un petit temps dans tout ce... Combien de temps? 20 ans facile? Qu'il y a eu probablement, je pense, plein de phases différentes. Ouais, fait que là, moi, je peux juste parler de la phase-là, mais des fois, tu parles avec quelqu'un qui venait visiter 10 ans passés, puis qui est juste rentré dans ma phase, puis dit oui, mais moi, j'ai déjà vu telle affaire. Ah, mais non, ça marche pas, comment ça, puis tout ça. Fait que, puis il y a aussi eu comme, je me souviens, avant qu'on vienne, il y avait tout avec un monsieur d'Australie, Petit Caillou, je pense qu'il s'appelait. Ça, là, c'était bizarre en tabarouette. Au sujet du Petit Caillou, par exemple, Marianne en savait très peu. Ça, c'était avant que vous arriviez? Nous autres, c'est avant. Après, les premières fois qu'on a visité, on arrivait à la fin de tout ça, là. Mais je sais que, mettons, lui, il est vraiment bizarre, là, puis il existe encore en Australie, puis je pense que son idée de fond, c'est comme... comment dire? Je pense que lui, il pense qu'il est comme un apôtre des temps d'aujourd'hui. Puis là c'est là que c'est dégueulasse. Puis ça, il dit genre, moi je vais me marier avec plein de vierges. Fait que là, ça fait un peu too much. Là. Ouais. Fait que quand on est arrivé, on était à la fin de ça. Puis je comprends pas comment ça se fait que c'est pas too much, puis que pour mes parents, tu sais, c'était pas too much. Là. À la fin, puis là tu dis à la fin de ça, c'est-à-dire que tu l'as-tu vu? Ou c'était juste t'as entendu parler de ça? Je pense qu'on est peut-être venu des premières visites qui étaient là. Et après ça, il y a eu comme une chicane entre les deux têtes de gourous là. Tu sais, c'est deux gourous qui s'affrontent. Yves, il doit avoir pas tenté une excuse du siècle pour dire finalement, lui, il est dans l'erreur, puis blablabla. Puis tout le monde va se dire, eh ben oui, finalement. Mais je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais c'est le genre d'affaire que quand il y avait une collaboration avec quelqu'un, puis que ça foirait, il y avait une excuse comme de l'autre n'importe qui. De l'autre ou de lui-même. Oh shit, ok, ouais. Ça sonne en effet comme une collaboration très douteuse, si tu veux mon avis. Quasiment aussi douteuse que genre si Marie-Mé venait remplacer Danny Turcotte à Tout le monde en parle. Lors du prochain épisode, on en apprendra plus au sujet du Petit Caillou, que j'ai d'ailleurs envie de surnommer Creepy Garnotte. Je sais pas pour vous, mais la superposition d'un nom mignon qui me rappelle juste l'émission jeunesse du petit garçon chauve Caillou et le concept d'un gourou australien collecteur de vierges, ça me donne comme des frissons dans la nuque. Puis pas les frissons qui sont le fun à avoir. On fera aussi plusieurs rencontres assez mémorables, et même quelques kilomètres d'auto. Je vous en dis pas plus. Pour entendre tout ça, et plus particulièrement la conclusion de cette série, je vous donne rendez-vous au 7e et dernier épisode de L'Avenir nous le dira. C'est un rendez-vous, mais c'est pas vraiment comme tu vas nulle part, tu fais juste cliquer.